Un décideur de la finance avec Anne Méo, la fondatrice d'Imachette. Bonjour Anne. Bonjour. Alors je suis très heureux de vous recevoir en cette journée de la femme. Oui. C'est un hasard du calendrier, mais nous sommes le 8 mars. Ça nous donne l'occasion de parler des femmes aussi dans le capitalisme français. Est-ce que vous trouvez que leur place et leurs conditions s'améliorent ? Oui, elles s'améliorent. Enfin, je trouve qu'il y a encore assez peu de femmes. En fait, quand on regarde les grandes entreprises, moi j'ai par exemple 2 clientes qui sont 2 femmes formidables, qui sont Anne Lauvergeon dans le secteur industriel, voilà, et Dominique Sénéquier qui dirige AXA Private Equity. Voilà, 2 femmes de caractère, de talent et extrêmement compétentes. Sur combien de clients ? Mais voilà, sur 120, donc je vais vous dire, il n'y a pas beaucoup encore de femmes dans les grandes entreprises. Comment est-ce qu'on l'explique ça ? Je pense qu'il y en a beaucoup plus dans les PME. Oui. Voilà. Comment est-ce qu'on explique finalement ce plafond de verre encore Écoutez, je pense que d'abord, il faut qu'elles le veuillent. Je pense qu'on est en plus moins intéressé par le pouvoir et qu'on a plus envie de faire que de diriger. Voilà. Et je pense que culturellement, c'est quelque chose qui avance et que de plus en plus. Moi, j'étais contre les quotas, comme d'ailleurs la majorité des femmes qui ont réussi. Anne Lauvergeon, Véronique Morali, on était toutes contre les quotas. Et vous avez changé d'avis ? Oui, on a toutes changé d'avis. Parce que c'est une forme d'orgueil, c'est-à-dire qu'on s'est toutes dit ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas eu besoin de quotas pour réussir à faire ce qu'on avait à faire, qu'on était aussi bonnes que les garçons en classe et après dans la vie professionnelle. Mais je pense, cela dit, et ça se démontre, que les quotas ont permis d'avancer considérablement. Est-ce que vous avez un exemple, un exemple concret avec les boards, quand on vous demande, on vient vous voir souvent les boards, pour moi, c'est une caricature. Parce que très souvent, mes clients me disent « Anne, il faut nous trouver une femme bien pour un board ». Bon. Alors, au-delà des noms qui sortent à chaque fois, on essaie de trouver d'autres noms et on avance sur ces noms. Et ils me disent « Ah non, non, elle n'est quand même pas du niveau ». Et dans ces cas-là, je prends un malin plaisir à leur dire « Et un tel, là, qui est dans votre board, vous pensez qu'il est d'un top niveau et machin, vous pensez qu'il est super à Et là, ils se marrent et ils reconnaissent. Donc, on est encore dans une société où on demande à une femme d'être meilleure qu'un homme. Bon. Espérons que ça évolue. En tout cas, si on élargit un peu le scope, si on dézoome au-delà de problématiques des femmes dans les affaires françaises, l'ensemble du capitalisme, vous avez suivi au cœur finalement de nombreuses batailles ou accompagné de grands patrons ces dernières années. Est-ce qu'il évolue ce capitalisme français à la française ? En tout cas, moi, à mon petit niveau, il y a une chose qui me frappe, c'est que les dirigeants qui sont arrivés à la tête des grandes entreprises, qui sont donc quadragénaires ou quinquagénaires, sont beaucoup plus centrés sur l'international et sur le marché et beaucoup moins intéressés par le marché politique, je vais dire. Voilà. Et les cabinets ministériels. Les cabinets ministériels. Même s'ils viennent encore beaucoup de ces cabinets. Pas tant que ça, quand on regarde. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc ça veut dire que l'État est un peu moins présent sur l'économie ? Je pense, un, que l'État est moins présent, et deux, la France est beaucoup plus dans la compétition internationale. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, les deux sont une bonne nouvelle. Sans doute. On parle des grandes batailles auxquelles vous avez participé. Alors, il y a l'emblématique ArcelorMittal. Ça a pris beaucoup de votre énergie à l'époque. Qu'est-ce que vous retenez de ce combat ? Je ne sais pas ce que je retiens de ce combat, mais si vous voulez, moi, mon métier, c'est d'essayer de comprendre donc, le marché financier, le marché économique, le marché politique, le marché médiatique, et de mettre mes petits neurones au service de la stratégie de mes clients. Alors, quand il y a une cause ou un combat qui nous anime et qui nous parle, on est toujours meilleur et c'est plus de bonheur, j'allais vous dire. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une cause ou pas forcément ? Vous pouvez vous battre pour des causes qui ne vous appartiennent pas ? Ou refuser, si on va plus loin, refuser des causes qui vous déplairaient ? C'est un peu plus... voilà, alors ce que je dirais, c'est que si la cause me déplaît, je la refuse. De toute façon, si le client me déplaît, je le refuse. Si je ne me sens pas capable de parler au nom de ce client ou si je ne comprends pas ce qu'il fait, je n'y vais pas. C'est l'exemple Servier, vous venez de quitter Servier ? Servier, j'y suis allée parce que ça m'intéressait intellectuellement et je pense qu'on pouvait le faire. D'aider cette entreprise à dépassionner un débat qui était devenu, sous l'effet des médias, beaucoup trop passionnel et qui était complètement sorti du rationnel. En plus, j'ai rencontré des gens d'une très grande qualité dans cette entreprise, une équipe de direction top. Et vous êtes parti au final ? J'ai pensé qu'à un moment, on pouvait... Oui, je suis partie parce que si vous ne pouvez pas convaincre un dirigeant de la stratégie que vous proposez,
c'est à vous de partir, c'est pas à lui, donc voilà. Et puis, moi, je ne veux pas, si vous voulez, à partir du moment où vous ne pouvez pas convaincre votre client que le plus important, c'est l'analyse des faits et comprendre la situation. À partir du moment où on n'avait pas la même version des faits, on ne pouvait pas travailler ensemble. Mais et donc là, dans ces cas-là, j'aime mieux m'en aller, c'est plus simple. Je suis incapable de défendre une cause dans laquelle je ne crois pas. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une recette, s'il y avait une recette Admeo, Image7 Oui, enfin, c'est gentil de dire ça, j'espère. Moi, j'ai monté ma boîte pour être libre et indépendante. Libre et indépendante, ça veut dire que je choisis les gens avec qui je travaille. Je fais tous mes recrutements moi-même. Je choisis les gens pour qui je travaille et je les quitte si je pense que voilà, qu'il y a quelque chose qui est ou un conflit d'intérêts ou que je ne suis pas en harmonie. Et ben ça permet j'allais dire, c'est une grande chance et un grand luxe. Alors parlons de luxe, autre dossier qui fait l'actualité, Hermès. Ah ben Hermès, c'est une très belle bataille. Ce sont des gens d'une qualité formidable qui souhaitent... Comment est-ce qu'on rencontre un client comme ça? C'est eux qui vous appellent. Hein. Je veux dire là, voilà. Moi, j'étais dans ma voiture et je partais en rejoindre mon petit garçon pendant les vacances scolaires au Touquet. Donc, vous voyez. Donc comment ça se passe? J'ai eu un appel, on m'appelle et on me dit est-ce que vous seriez disponible, est-ce que vous viendriez? Et dans ces cas-là, j'ai dit oui. Et j'ai rencontré très vite donc les dirigeants. Et j'ai vu des gens animés du souci de préserver leur entreprise, une famille très unie, un management très dynamique, assez choqué de la façon dont LVMH était rentré dans l'entreprise sans respecter les seuils et sans les prévenir, et soucieux de préserver ce qu'ils appelaient le modèle Hermès. Et une famille très discrète par nature, oui, qui du coup est obligée, et c'est votre conseil, non, c'est pas mon conseil. Non, moi mon conseil, c'est d'abord c'est le client qui sait ce qu'il veut faire. Eux, ce qui est clair, c'est qu'ils veulent rester indépendants, expliquer poliment mais clairement à Bernard Arnault que non. Et j'allais dire, ils ont déjà, une famille majoritaire, un système de commandite. Bientôt, j'espère, une holding qui permettra de sécuriser les actions et surtout de créer un flux de liquidité pour les actionnaires qui peuvent avoir besoin de vendre de temps en temps 1%, puisque vous savez qu'avec les problèmes de l'ISF, on peut à la fois être riche et pauvre en même temps. Ouais. Donc voilà, et moi, mon boulot, c'est de les aider à le dire clairement et à l'expliquer et à déjouer les tours de l'adversaire. Voilà. Et alors, est-ce que vous pensez que la communication arrive après la stratégie ou parfois peut influencer le cours de la stratégie Moi, je pense qu'une très bonne communication, c'est une communication où les gens de la communication sont dans la war room, c'est-à-dire travaillent avec les avocats, les banquiers, et les dirigeants, niveau, finalement, que les banquiers d'affaires. Et d'ailleurs, dans un groupe, je pense qu'un bon DIRCOM doit être au COMEX. Donc, je pense qu'il ne faut jamais oublier que la communication est au service de la stratégie d'entreprise. Et quand elle commence à être inutile, donc juste pour se faire plaisir, c'est nul. Mais à l'inverse, oui, je pense que la communication doit être un des éléments à prendre en compte dans une stratégie. Et on les voit au COMEX de plus en plus, les DIRCOM. Ça commence. Ça arrive. Oui, ça arrive. Je pense qu'il y a un autre métier qui est en train d'évoluer, c'est le métier de RH. Et je pense que d'ailleurs, vous me parliez tout à l'heure du capitalisme, je pense que dans les entreprises, autrefois, les métiers nobles, c'était uniquement d'être patron, bien sûr, et directeur financier. Maintenant, on commence à comprendre que la communication et les RH ont leur importance fondamentale. La communication, parce qu'une bonne politique pas comprise, ça peut être une catastrophe. Et les RH, parce que la qualité des individus fait quand même... les sciences molles, finalement, reprennent un petit peu le dessus. Exactement. Un mot sur votre business model. Combien ça coûte, finalement, de faire appel à Image7 ? Ça dépend. Ça dépend. Nous faisons du sur-mesure. Donc j'allais dire, mais enfin, un contrat standard. Un contrat de base de conseil, mais sans bagarre, etc., c'est 10 000 € par mois. Et après, c'est quoi le modèle? Alors, justement, c'est en fonction du temps passé Oui, c'est en fonction du... Oui, c'est ça, du temps passé. Comme des avocats, en fait. Oui, mais on n'est pas... on a un système de forfait, on discute avec nos clients. Vous savez, le bon prix, c'est le prix où à la fois le client et le fournisseur considèrent que c'est le juste prix. Voilà. On est à l'âge d'Internet, une nouvelle technologie, l'iPhone, les tablettes. D'ailleurs, on a monté Image7net. Bon, ça a fait évoluer le métier?
Oui, ça change rien au métier. C'est-à-dire que nous, notre métier, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même un métier de conseil. Donc il y a une grosse part donc le conseil reste le même. Simplement, Internet, c'est un vecteur, tout va plus vite et tout est décuplé. Voilà. Donc il faut être plus rapide, plus présent. Et... Plus mondial aussi, la mondialisation, c'est une donnée que vous prenez en compte? Oui, la mondialisation est une donnée qu'on prend en compte. D'ailleurs, nous, déjà, on accompagne nos clients en Angleterre. On est en train de monter une structure à Bruxelles parce que le lobbying se déplace beaucoup vers l'Europe. Mais en même temps, je ne prétends pas être un modèle et ma petite niche fonctionne bien. Votre boutique. Voilà. D'habitude, vous êtes plutôt discrète, on voit peu finalement, enfin depuis quelques années un peu plus, à accorder des interviews, mais pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. Mais non, vous nous je faites rassure, un grand honneur. Je vous rassure, ça va demeurer. Voilà. Je suis extrêmement bien placée. Il faut mesurer pour savoir... sa parole, c'est ça? Non, c'est pas ça. D'abord, j'ai aucun goût pour ça personnellement. Deuxièmement, je pense que c'est... Moi, j'ai vu des gens devenir fous de médias. J'ai plus vu ça en politique, hein, pour être franche, dans la première partie de ma vie, oui. C'est-à-dire que j'ai vu des gens fous de passer à la télé, finissant par dire des choses parce qu'ils savaient que l'opinion publique voulait qu'ils disent ça, et ça, je trouve ça terrible. Donc j'ai une méfiance sur la médiatisation. Simplement, vient un moment où je m'applique la recette que je conseille à mes clients, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les autres parlent d'eux, on commence à parler d'eux, il faut soi-même expliquer qui on est, ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Dernière question. Image7, Anmeo, c'est la même chose. Est-ce que vous pensez à la succession, à pérenniser finalement D'abord, Image7, et c'est ma fierté, c'est pas Anmeo, c'est 63 personnes de profils différents, d'horizons différents, de cultures différentes. Hein. On a des écoles de commerce, des Normaliens, des Sciences Po. Oui, j'entends bien, mais c'est quand même des métiers qui sont très intuitifs, personnels, où les relations avec les clients... J'ai 120 clients à l'année, plus les grosses opérations. Alors, je suis sûr que vous pensez, surtout au jour de la femme, que je suis superwoman, mais quand même. Bon, ouais. Donc, comment vous voulez... Enfin, et les gens qui me font confiance sont des gens sérieux et qui n'ont pas envie de dilapider leurs sous. Bien sûr. Donc, ça prouve qu'ils ont une prestation à Image7 qui leur convient. Ce qui est vrai, c'est qu'ils viennent en général pour moi à l'origine. Je commence toujours en montrant l'équipe avec qui je travaille pour chaque client. Et donc, c'est la qualité des gens. Alors, cela dit, pour répondre à votre question sur la suite, moi, et d'ailleurs, j'ai fait un séminaire interne chez moi, moi, je n'ai pas du tout envie de... Je suis très sollicitée, forcément, mais je n'ai pas du tout envie de... Par qui? Des grands groupes de communication qui vous tournent autour? Oui, bien sûr. Enfin, bon, voilà, c'est logique, hein, c'est le jeu. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est que cette entreprise perdure et reste indépendante. Voilà, exactement. Exactement. Voilà. Bon. Ce serait ma plus grande fierté. Et donc en passant une partie du capital à vos salariés. Bien sûr. Oui. Merci Anmeo. Merci. À bientôt.